Bienvenue sur AstroRoche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Patrick Michel, bonjour. Nous voici de retour pour un tout nouvel épisode d'AstroRoche, où cette fois-ci nous allons parler d'une mission spatiale chinoise, toujours vers les petits corps du système solaire, votre spécialité. Et nous allons parler de la mission Tianwen-2 qui a deux objectifs. Un premier objectif, aller prélever des échantillons sur une quasi-lune. Nous reviendrons sur la question. Et ensuite, aller rencontrer un astéroïde qui est un astéroïde actif, un astéroïde de la ceinture principale. Alors, que pouvez-vous nous raconter sur cette mission Tianwen-2 qui n'a pas du tout le même objectif que la mission Tianwen-1 d'ailleurs? Absolument. Tianwen-2 est consacré aux petits corps et en particulier à un retour d'échantillons d'astéroïdes. Et nous en parlons maintenant parce qu'en fait, il y a une actualité. Elle devrait être lancée le 29 mai 2025. Donc, au moment d'enregistrement de ce podcast, c'est dans 2 jours. Et donc, effectivement, c'est très excitant parce que c'est une mission qui va aller explorer et échantillonner un corps qui est très différent de tous ceux qu'on est allé voir. Ce corps-là s'appelle Kamaloaela, ou là j'ai du mal à le dire. Kamo'oaelewa. Voilà, Kamo'oaelewa. C'est un nom hawaïen, il a été découvert en 2016 par l'université de Hawaï et ça signifie, je crois en hawaïen, un fragment qui oscille. Alors on va voir pourquoi. Fragment qui oscille alors même que Tianwen-2 signifie question au ciel 2. Ah ben voilà, de toute façon, il y a des milliers de questions au ciel, donc ils vont pouvoir faire au moins 1000 missions. Et d'ailleurs, je pense qu'ils y arriveront. La Chine s'en donne les moyens. Absolument, oui, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, elle prend beaucoup de risques. Et évidemment, quand on a des moyens, on peut prendre des risques aussi. Oui. Et le premier risque, c'est que cet objet, donc Kamo'oaelewa, est en fait un petit corps qui fait à peine quelques dizaines de mètres de diamètre. Alors, on ne sait pas, c'est entre 40 et 100 mètres. On n'a que la luminosité pour donner une estimation du diamètre. D'ailleurs, le James Webb Telescope va peut-être bientôt nous donner une précision sur la taille. Ah peut-être, ça je ne le savais pas, donc vous me l'apprenez, c'est très bien, vous voyez comme quoi. Et ça sera bien, parce que 40 mètres et 100 mètres, c'est pas pareil, surtout quand on doit faire un rendez-vous et récolter un échantillon. Parce que qui dit taille, dit masse, dit gravité. Donc, si l'objet est plus petit pour une même densité, il attire beaucoup moins que s'il est plus gros. Donc, 100 mètres, il y a un peu plus d'attraction. C'est un peu plus facile de faire des opérations de proximité que 40 mètres où il est beaucoup plus petit. Il faut aller beaucoup plus près, sachant que, et c'est ça le deuxième défi, il tourne en seulement 28 minutes sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un lever, un coucher du soleil tous les 14 minutes. Et c'est un collègue à vous, Bryce Bolin, qui a découvert cet objet, je crois. Alors, je ne sais pas s'il a découvert celui-là. Il a découvert le deuxième dont on va parler. Le deuxième. Ouais. Le deuxième, je me trompe. Donc, celui-là, en tout cas, il fait quelques dizaines de mètres de diamètre. Il tourne en 28 minutes sur lui-même. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour pouvoir récolter des échantillons. C'est déjà difficile de ramener des échantillons. On l'a vu avec les missions Osiris-Rex et Hayabusa 2, qui ont toutes les deux réussi. Mais on a vu Hayabusa 1 de la JAXA qui... en dépit du fait qu'elle a quand même ramené des échantillons, tout ne s'est pas bien passé. Donc là, pour les Chinois, ce n'est pas le premier retour d'échantillons. Ils ont déjà ramené des échantillons de la Lune. Oui. Mais là, on est dans l'extrême inverse. La Lune avait une gravité, pas d'atmosphère. Là, il n'y a pas de gravité, enfin, il y a une très faible gravité. Et surtout, on ne pourrait par exemple pas atterrir à l'équateur parce que quand ça tourne sur 28 minutes sur lui-même, la force centrifuge est quand même très très grande. C'est rapide. Donc il faudrait pouvoir se poser au pôle. En plus, dans leur objectif, ils ont envisagé d'utiliser 2 techniques au moins de récolte d'échantillons. Une qui est un touch and go, comme ça a été fait avec les missions Osiris-Rex et Hayabusa 2, c'est-à-dire on touche, on s'en va, avec une espèce de roue brosse qui peut entraîner. Un balai-brosse, exactement, un balai-brosse. Mais alors... Là, je me pose la question, s'il n'y a pas de particules fines peu cohésives à la surface et que c'est de la roche dure, je ne sais pas s'ils ont prévu ça.
On ne sait pas tout sur cette mission. Et la deuxième technique, c'est de carrément atterrir et s'ancrer. Mhm. Et là, il faut qu'il le fasse au pôle, parce qu'au pôle, ça ne tourne pas, c'est à l'équateur que ça tourne. Et là aussi, des opérations compliquées. On a toujours voulu éviter, dans les projets qu'on a faits, d'avoir à s'ancrer. Parce que qui dit s'ancrer, dit concevoir une ancre dont la conception dépend de l'état de surface, parce qu'une ancre ne s'accroche pas de la même manière sur du sable ou sur de la roche dure. On l'a vu avec Rosetta et le robot Philae. Oui. Donc là, ça sera très intéressant de voir ce qu'ils arrivent à faire. Moi, je trouve ça génial. Pour tout dire, je trouve ça super parce qu'on va pouvoir apprendre énormément et il fallait un certain courage, oui. Ou alors ils ne savent pas que c'est difficile, mais je pense qu'ils le savent, pour se dire on va essayer d'atterrir et de s'ancrer sur un corps qui fait quelques dizaines de millimètres et qui tourne en 28 minutes sur lui-même. Je suis super curieux et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que c'est vraiment un énorme défi. Donc, il y a cela. Donc, en fait, la mission est lancée le 29 mai en principe, 2025. Elle arrive vers Kamoa-Lewa le 4 juillet 2026, d'après ce qu'ils ont publié. Donc, un an après. Et ensuite, elle revient en novembre 2027 avec les échantillons. Elle déploie la capsule dans l'atmosphère, comme l'ont fait Hayabusa 2 Osiris-Rex, pour repartir et arriver en 2035, début de l'année 2035, sur un autre corps qui est alors un astéroïde actif ou une comète de la ceinture principale. Oui. On ne sait pas trop comment l'appeler. C'est 311 P Pan-STARRS, qui a été découvert par Bryce Bolin en 2013. Bryce Bolin, qui est un chercheur qui a séjourné à l'observatoire de la Côte d'Azur. Oui. Et on appelle ça comète de la ceinture principale ou un astéroïde actif parce qu'elle émet de la poussière. C'est un corps qui émet de la poussière, mais on ne sait pas pourquoi. Comme d'ailleurs les comètes émettent de la poussière, mais là pour le coup on sait pourquoi. C'est parce qu'elles ont de la glace qui sublime lorsqu'elles passent près du Soleil et elles éjectent la poussière et ça nous donne cette caractéristique cométaire. Là, l'éjection de poussière, on ne sait pas à quoi elle est due, donc c'est à voir. Donc ça, c'est très très intéressant parce que non seulement on aura un échantillon d'astéroïdes et encore une fois d'un corps très différent de tous ceux qu'on a explorés, donc même sur l'échantillon, on va savoir à quoi ressemble un objet dans l'espace, un petit caillou dans l'espace, de quelques dizaines de mètres de diamètre. Il n'y en a que 4 comme ça, je crois. Des quasi-lunes, alors on n'en a pas encore parlé, des quasi-lunes. Oui. Parce que des petits cailloux qui tombent très vite sur eux-mêmes, il y en a certainement des millions. Oui. À cette taille-là, je ne sais plus quelle est la distribution des tailles. De la taille, effectivement. Voilà, je ne sais pas quelle est la distribution. J'ai pas en tête la distribution des tailles des géocroiseurs à cette taille, mais plus ils sont petits, plus ils sont nombreux. Alors lui, justement, il a une caractéristique d'être un quasi-satellite de la Terre. Ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, il n'est pas lié à la Terre. Il tourne autour du Soleil comme la Terre, mais simplement dans une configuration où de temps en temps, il est à l'extérieur de la Terre, de temps en temps à l'intérieur. Et en fait, en même temps qu'il tourne autour du Soleil, en fait, il tourne autour de la Terre en 45 ans. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un quasi-satellite. Autour d'autres planètes telluriques ? Non, uniquement Terre-Soleil. Voilà, c'est un quasi-satellite de la Terre. En fait, sur un diagramme, on voit très bien sa trajectoire qui le fait osciller autour de la Terre, d'où le nom Kamoa-Lewa, qui est un fragment qui oscille. Voilà. Parce qu'en fait, il fait des oscillations autour de la Terre, mais en fait, il tourne autour du Soleil. Hawaïen LV4. Voilà. Et il a une stabilité, ce genre d'orbite a des stabilités de quelques centaines d'années au plus. Alors peut-être plus, mais dynamiquement, ce n'est pas des stabilités sur l'âge du système solaire, par exemple. D'accord. Donc, il a dû être mis là. Et il en repartira. D'accord. Et donc, la question, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Est-ce que c'est un géocroiseur comme les autres, c'est-à-dire provenant de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter et transporté vers la Terre par des mécanismes qu'on a déjà expliqués dans un podcast ? Ou alors, est-ce que c'est autre chose ? Et en réalité, on a eu des spectres de cet astéroïde, donc on a regardé dans plusieurs longueurs d'onde. Il ressemble à un objet de type S comme Itokawa, plutôt silicaté, mais il ressemble aussi à un fragment de roche lunaire. Ah oui, on en avait parlé, effectivement. Et donc, en fait, avec des collègues chinois et américains, on a publié l'année dernière dans Nature Astronomy une étude qu'on a faite qui montre qu'effectivement, il pourrait très bien être un fragment de Lune. On a même identifié le cratère duquel il pourrait provenir, qui doit être relativement jeune parce que les orbites ne sont pas stables. Ça serait Giordano Bruno, qui a moins de 10 millions d'années d'âge. Et donc, on a tout un scénario avec des simulations d'impact, etc., qui montrent que quand on fait un cratère sur la Lune tel que Giordano Bruno, en fait, statistiquement, on a quelques fragments qui peuvent être capturés sur ces orbites de quasi-satellites. Alors, on pourrait dire, du coup, le retour d'échantillons, est-ce que c'est si intéressant ?
Puisqu'en général, quand on pense retour d'échantillons d'astéroïdes, on pense à comprendre l'origine du système solaire, son histoire précoce, le rôle de ces astéroïdes dans l'émergence de la vie sur Terre. Donc on cherche plutôt des objets très primitifs, carbonés. Carbonés, oui. Voilà, et riches en eau. C'était les cibles de Osiris-Rex et Hayabusa 2. Et on peut aller voir d'autres types de corps, mais qui ont ces mêmes caractéristiques pour voir la diversité. Là, c'est pas du tout ça. C'est un objet, s'il vient de la Lune, il ne répond pas à ces questions-là. En revanche, il peut nous permettre d'avancer grandement dans notre compréhension de la physique des impacts, parce que ces impacts ont un rôle majeur dans toutes les phases du système solaire. Et la simulation d'un tel processus est complexe. Moi, je fais ce genre de simulation. Il faut calculer la propagation du nombre de chocs dans une roche, ce qui met en œuvre une physique assez complexe qu'on ne peut valider qu'à l'échelle du laboratoire en comparant avec des expériences d'impact que l'on fait. Et on ne peut les faire que sur des cibles de quelques centimètres de diamètre. On ne peut pas shooter sur un mur de 100 mètres. C'est très compliqué. Et là, du coup, on espère que nos modélisations qu'on a validées à la petite échelle valent à la grande échelle. Et en particulier, la chose qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que la matière est complètement fondue et jusqu'à quelle taille, connaître un petit peu l'état thermodynamique de ces fragments qui sont envoyés dans l'espace à des échelles intermédiaires entre les météorites qu'on reçoit sur Terre, puisqu'on a des météorites de la Lune, donc on peut les analyser, et finalement les grandes échelles qu'on arrive à résoudre dans nos calculs. Ce qu'on a du mal à résoudre, c'est justement les tailles de Kamoa-Lea dans un impact tel que celui qui a produit Giordano Bruno. On n'a pas la résolution qui permet d'accéder à ces tailles-là, et donc on ne sait pas quoi dire de ce que peut être un objet de cette taille issu de la Lune. Donc ça serait un objectif intéressant de répondre à cette question, si c'est bien un fragment de Lune, ce qui n'est pas sûr. Les échantillons qui vont être prélevés sont des échantillons de surface ou de sous-surface également? Alors là, avec le touch and go, ça sera de la surface. Oui. Avec l'ancrage, ils peuvent peut-être nous renseigner sur de la sous-surface. Mais enfin, ils ne vont pas creuser non plus au centre. Non. Ça sera peut-être quelques centimètres de sous-surface, mais ça reste intéressant parce qu'on est protégé des radiations solaires à quelques centimètres de la surface. Donc voilà. Donc je dirais que c'est très intéressant doublement parce qu'on a deux possibilités pour cet objet, soit un géocroiseur de type S comme Itokawa naturellement venu de la ceinture des astéroïdes et puis capturé sur ces orbites-là, ou un fragment de Lune. Et finalement, vu qu'on voit que les spectres de la Terre sont ambigus, seul un retour d'échantillon nous donnera la solution, même si je pense que les Chinois ont visé cet objet-là dans un but de démonstration technologique. Ils vont faire vraiment quelque chose d'encore plus challenging, comme on dit en anglais. Ça serait une première, tout simplement. Oui, ce sera une première d'arriver à échantillonner un corps aussi petit. En plus, s'ils le font avec la technique d'ancrage et qu'ils atterrissent aussi, là, c'est extraordinaire. Ça sera vraiment une première. Donc, première partie, c'est celle-là. La deuxième partie, c'est, une fois les échantillons ramenés, d'aller voir cette comète ou astéroïde actif Pan-STARRS, qui, là, pour le coup, est aussi une première, parce que finalement, on a découvert depuis les années 2010 des tas d'astéroïdes actifs. Il y a peut-être plusieurs processus qui peuvent expliquer cette activité. Par exemple, si un objet tourne très vite sur lui-même, il peut se casser. Ça s'appelle de la fragmentation rotationnelle et ça pourrait émettre de la poussière. Ça, c'est une possibilité. L'autre, c'est que simplement des impacts majeurs peuvent aussi peut-être produire une quantité de poussière phénoménale. Après tout, on a vu la mission DART, la poussière éjectée. Et puis l'autre possibilité, c'est que on ait des surfaces et des sous-surfaces riches en éléments volatiles, voire en glace, et que quand on tape, eh bien, on va révéler une poche de haute pression qui va finalement éjecter, sauter. Et créer de la poussière, puisque, pareil, récemment, depuis les années 2010, on commence à découvrir que ces astéroïdes, dans la ceinture des astéroïdes, ne sont pas uniquement rocheux, mais peuvent contenir de la glace et de la matière volatile. Donc, du coup, ça pourrait être ça. Mais on ne le sait pas. Et donc, le fait d'aller voir in situ ce qu'il en est, ça sera génial, sachant que dans cette mission, on a une grande série d'instruments. On a bien sûr des imageurs dans différentes longueurs d'onde pour faire de la spectroscopie, bien sûr dans les longueurs d'onde aussi du visuel. On a aussi un imageur thermique, on a un radar qui va permettre de pénétrer dans la sous-surface et nous dire
quel est le degré d'hétérogénéité de la sous-surface. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on a aussi des détecteurs de poussière et un analyseur de poussière et peut-être 2 ou 3 autres instruments que je n'ai pas en tête. Donc, pour analyser la poussière sur la surface de cet astéroïde actif ou sur la queue? Oui, aussi sur la queue. Les deux. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est très intéressant. Donc, je dirais que c'est une mission qui est très riche et très prometteuse, pour lesquelles on n'a pas beaucoup, finalement, d'informations à part celles que je vous ai dites. J'ai eu, moi, des contacts avec les ingénieurs de cette mission très tôt, avant même qu'elle s'appelle Tiawen 2, avant elle s'appelait Zhenghe. Ah oui. Ils ont changé de nom. Nom d'un navigateur chinois. Voilà. Et donc, ils avaient besoin de savoir ce qu'on savait sur cet objet avant même qu'ils prennent ce nom hawaïen, au moment où il s'appelait encore 2016 OH3. Et puis finalement, ils étaient bien déçus quand je leur disais que non, c'est pas grand-chose. Ouais. Voilà, donc il fallait qu'ils fassent plein d'hypothèses, mais visiblement, ça les a pas refroidis. Non. Et donc, ils sont allés jusqu'au bout et on croise les doigts pour que le lancement se passe bien parce qu'il y aura un retour scientifique extraordinaire. Il y a, c'est vrai, une compétition avec notamment les États-Unis. En ce moment, on voit bien les relations, mais il y a aussi un esprit de coopération internationale qu'ont les Chinois. Les Chinois collaborent avec les Français, par exemple. Il y a des instruments qui ont été mis à bord des missions chinoises lunaires. Donc, il y a un esprit aussi de coopération internationale, mais d'une façon qui n'est pas celle à laquelle on a l'habitude, où parfois on est invité après coup ou bien en amont, enfin ça dépend. Donc, il faut rester ouvert. On espère pouvoir profiter des données de cette mission et puis de pouvoir collaborer avec nos collègues scientifiques chinois avec qui on a de très bonnes relations pour faire de nouvelles découvertes grâce à cette mission. Oui, très bien. Eh bien, je remercie Patrick Michel de nous avoir parlé de cette mission Tianwen 2 et on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode d'Astro Rush.